TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, la question sur le doctorat dans les universités privées du Togo évoquée en Conseil des ministres. Il s'est réuni ce jeudi. Dans un instant, le compte rendu complet avec le ministre professeur Akoda Ayewada. Les filières maïs, riz, tomates, volailles, d'ici à 2030, plus rien ne se fera comme avant. Le gouvernement mise sur le secteur privé, les partenaires au développement pour produire plus et transformer sur place. Mais comment? Nous posons la question ce soir. Enfin, jusqu'à seulement encore la semaine dernière, ils étaient en activité avec un lot de victimes comme trophée de guerre. 4 malfrats d'un réseau international font à leur tour les frais de la gendarmerie nationale. Ils ont été tous coffrés et présentés à la presse. Vous les verrez. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. C'était dans l'air depuis quelques semaines déjà. Les établissements d'enseignement supérieur bientôt objet d'évaluation. En tout cas, le Conseil des ministres a évoqué le sujet ce jeudi. Le Conseil des ministres a réuni sous la présidence du chef de l'État, Fareso Zimna Gnassingbé. Voici le compte-rendu complet des travaux. C'est avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, professeur Ayewada. Communiqué du Conseil des ministres du 24 juin 2021. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 24 juin 2021 sous la présidence de son Excellence M. Fareso Zimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné 2 projets de décret et écouté 2 communications. Au titre des projets de décret, le Conseil a adopté un projet de décret portant définition des règles d'identification des marchés pertinents et de désignation des opérateurs puissants dans le secteur des communications électroniques. Ce projet de décret définit les critères d'identification des marchés pertinents et des opérateurs en situation de position dominante par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Il vise à optimiser la régulation du secteur des communications électroniques et à favoriser une concurrence ouverte entre les opérateurs. Conformément à ce décret, l'ARCEP soumettra chaque année un rapport sur l'état du marché dans le secteur des communications électroniques. Celui-ci fera l'objet d'un examen en Conseil des ministres. Par cette décision, le gouvernement vise à assurer aux consommateurs les conditions d'un accès à un service de qualité et à un coût abordable. Le Conseil a ensuite adopté un projet de décret portant sur les procédures de règlement de différends, de conciliation et de sanctions devant l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le gouvernement a inscrit la digitalisation de la vie publique au cœur de la feuille de route Togo 2020-2025 et dans ce cadre et dans le but de concilier la protection des droits des consommateurs et les intérêts des opérateurs du secteur, le présent projet de décret vise à préciser les règles en matière de conciliation, de traitement des litiges et d'application des sanctions par l'ARCEP. Ce décret vient ainsi compléter le cadre juridique du secteur et favoriser son développement harmonieux afin de consolider les avancées observées récemment en matière de régulation. Au titre des communications, le Conseil a écouté une première communication sur la refonte du cadre législatif et réglementaire des marchés publics, présentée par le ministre de l'Économie et des Finances. Tenant compte de la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des projets, notamment dans le cadre de la feuille de route gouvernementale, la présente communication vient faire le point sur la nécessité d'actualiser l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire inhérent au système de gestion de la chaîne de la commande publique. Cette actualisation devra renforcer les mécanismes de transparence et d'efficacité à travers plusieurs innovations, notamment la réduction des délais,
des procédures, la clarification des cas de recours à la procédure d'entente directe et la réduction du taux de la redevance de régulation en fonction de l'évaluation qui est faite. La professionnalisation des acteurs. Le Conseil a ensuite écouté une seconde communication relative à l'évaluation des établissements privés d'enseignement supérieur, EPES, présentée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Face aux dérives constatées dans le domaine de l'enseignement supérieur, une mission d'évaluation des EPES a été menée en vue d'établir un diagnostic et proposer des pistes d'action au gouvernement. Les résultats obtenus révèlent la nécessité d'adapter le cadre juridique qui réglemente notamment l'ouverture, l'organisation et le fonctionnement des institutions concernées pour maintenir le niveau d'excellence des formations de l'enseignement supérieur togolais et protéger les apprenants. Au titre des divers, le Conseil a écouté un point sur la situation sanitaire et sur la campagne de vaccination contre la Covid-19. Fait à Lomé le 24 juin 2021, le Conseil des ministres. Et voilà, j'en fais donc allusion dans le sommaire. En filigrane à ce projet d'évaluation des universités privées, eh bien, la question sur le doctorat, sa crédibilité a été évoquée. Alors, que reproche-t-on aux universités privées sur le doctorat? Quelles sont les conditions à remplir par ces universités? Question posée par nos confrères à la conférence de presse d'après Conseil des ministres. La réponse du ministre, professeur Ayo Adam. Qui est proposé par ces institutions d'enseignement supérieur qui sont dans le privé parce que ces institutions viennent en complément de ce qui est réalisé par l'État. Il est clair qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas absorber toute la demande en termes de formation dans le supérieur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'État a libéralisé le secteur de l'enseignement supérieur privé. Mais attention, une fois que l'on a acté cette propension du privé à accompagner l'État, il y a des conditionnalités qu'il ne faut pas perdre de vue. Aujourd'hui, pour former dans le supérieur, il faut remplir un cahier de charges. Il faut avoir des infrastructures, il faut avoir des ressources humaines d'un certain niveau, il faut avoir d'autres commodités qui sont imposées par un cahier de charges. Mais au-delà de cela, et pour en venir à la question spécifique concernant le doctorat, qui est le dernier diplôme, le dernier grade de l'université, reste un diplôme exigeant qui impose d'avoir des ressources en termes des ressources humaines pour pouvoir accompagner les doctorants. Et au-delà même des ressources humaines, on a l'exigence d'avoir des laboratoires pour pouvoir aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, il n'est pas faux de dire concrètement que dans notre pays, nous n'avons pas encore les institutions privées en mesure de proposer ces ressources-là, que ce soit des ressources humaines ou des ressources matérielles. Extrait donc de la conférence de presse d'après Conseil des ministres. Nous reviendrons sur l'intégralité de cette conférence de presse. Ce sera en fin d'édition. Autre sujet évoqué ce jour par le Conseil des ministres, c'était en divers. La situation sanitaire et la campagne de vaccination anti-Covid-19. Eh bien, les opérations se poursuivent dans les CMS ici et là. Et l'image du jour, eh bien, la voici. C'est cette colonie de Chinois, une forte délégation vaccinée ce matin au Sinovac. Regardez, c'est un reportage de Solange Amandé avec Dodo Arrêt. Des jeunes, tous candidats à la vaccination au Sinovac ici à l'université de Lomé. L'heure est d'abord à l'enrôlement. Tous concentrés sur leur téléphone portable, suivent à la lettre les instructions des vaccinateurs. Marie-Louise, elle, a déjà fini toutes les formalités. Elle prend sa dose. Je suis venue pour se faire vacciner parce que moi je crois que le Covid est dans nos murs. Donc on doit se vacciner pour éviter la maladie, pour qu'on puisse reprendre les cours normalement. Pour la vaccination, tout se passe bien jusqu'alors. Jusqu'au début, la première semaine, il y avait un peu d'hésitation au niveau des étudiants, ce qui est normal. Mais la deuxième semaine, on a constaté que petit à petit, l'engouement essaie de reprendre, ce qui a obligé une prolongation
vers la 3e semaine pour la vaccination. Tout ce que je peux dire à tous les étudiants, c'est l'heure n'est plus d'avoir peur par rapport à ce vaccin. Tous les étudiants qui l'ont fait, dès le début, n'ont pas eu des effets indésirables. Donc, je les invite à venir massivement pour se faire vacciner, pour qu'on puisse avoir un effectif raisonnable pour reprendre les cours. Au CMS Douma CC, rien que des Chinois positionnés pour la vaccination au Sinovac. Première dose pour certains, deuxième pour d'autres. Ce matin, j'ai pris la deuxième dose. Ça va bien, il n'y a rien de sang, de mal. Je pense que ça va bien. Il y a certains qui étaient indisposés et qui n'ont pas pu recevoir la deuxième dose à la CENI. Donc il y a une partie là qui est venue ce matin pour recevoir leur seconde dose. Et aussi, il y avait certains Chinois aussi qui étaient indisposés et qui n'ont pas pu prendre la première dose. Donc eux aussi, ils sont là ce matin pour prendre leur première dose de Sinovac. À part la communauté chinoise, le Sinovac n'est autorisé qu'aux 20 ans et plus au Togo. Qu'en est-il donc des étudiants qui ont déjà reçu comme première dose l'AstraZeneca? Effectivement, quand nous avons commencé à vacciner avec AstraZeneca, il y a certaines écoles de formation paramédicale et médicale qui ont été considérées. Ils ont tous été vaccinés à AstraZeneca. Il y a d'autres encore qui ne font pas partie des écoles de formation paramédicale et médicale, mais qui ont quand même reçu leur dose de AstraZeneca. Ces étudiants-là, ils n'ont pas besoin d'aller sur le campus pour prendre le Sinovac, parce qu'ils ont déjà reçu une première dose de AstraZeneca. Ils doivent revenir dans les formations sanitaires dans lesquelles ils ont reçu l'AstraZeneca pour recevoir la seconde dose. Mais un étudiant n'ayant pas encore été vacciné se fera vacciner au Sinovac sur le campus et aussi au CMS Douma CC. AstraZeneca ou Sinovac, l'essentiel est de vacciner le plus tôt possible le maximum de personnes pour que le Togo atteigne l'immunité collective. Et des étudiants, nous en parlons encore, des étudiants un peu réticents, on l'a entendu tout à l'heure dans le reportage précédent, et pourtant candidats déclarés eux aussi au vaccin Sinovac. Comment les inciter à se faire donc tous vacciner? L'université et la préfecture du Golfe semblent avoir la formule. Colette Matimé, Marie-Réna Beta avec Karine Orlando. Après 18 jours de vaccination, l'heure est au bilan. Sur 68 273 étudiants, seuls 10% ont fait le vaccin, un chiffre en deçà des attentes. Rappelons que l'université de Lomé a eu comme vaccin le Sinovac. Les responsables comptent rectifier le tir. Les rencontres que nous tenons sont des rencontres qui ont un effet positif sur la campagne de vaccination. C'est pour cela que nous avons essayé de trouver un certain nombre de stratégies à implémenter à partir d'aujourd'hui pour que la campagne vaccinale puisse couvrir l'essentiel des étudiants de l'université de Lomé. Et entre autres, nous avons dit qu'il y a une insuffisance de communication autour de l'opération. Nous n'avons pas suffisamment d'affiches, nous n'avons pas suffisamment les éléments de langage appropriés pour pouvoir convaincre les plus indécis. Et je pense que tout cela a été mis sur la table aujourd'hui. Et nous nous sommes définis de nouvelles tâches à implémenter sur le terrain pour que la mayonnaise puisse prendre. Et donc aujourd'hui, nous nous sommes fixés une nouvelle échéance qui est le 30 juin. Et nous espérons que, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 juin, en une semaine, nous allons maximiser la sensibilisation pour que les résultats puissent être perceptibles. 6 équipes de vaccination ont été constituées et déployées sur 16 sites à travers tout le campus universitaire pour la bonne conduite de l'opération. Un engagement des autorités universitaires et celle de la préfecture du Golfe pour atteindre un grand nombre de vaccinés et accélérer le retour à la vie normale sur le campus. Et à ce jour, 24 juin 2021, voici la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. Le nombre de cas confirmés est de 13 763, avec 14 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 13 388,
avec 9 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 247. Le nombre de décès est de 128. Communiqué chiffre rendu public par le ministre Moustapha Midiawa, professeur, ministre de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Le récit fait froid dans le dos. C'est une affaire de meurtre jugée aux assises de la cour d'appel de Kara. Les faits remontent à 2016 et mettent en cause un jeune homme qui a reconnu son forfait. Nestor Mouzou et notre bureau à Kara. Kinao Badawaso, né le 8 août 1993 à Afem Kabier Bloc dans la préfecture de Tchamba, est jugé pour meurtre commis le 12 mai 2016. Ce jour-là, vers 15h, les cris de détresse du nommé Kinao Palakna attirent les habitants du village d'Afem Kabier Bloc. Les premiers arrivés l'ont découvert dans sa chambre dans une mare de sang suite à une mutilation à la machette dont l'auteur est son demi-frère Kinao Badawaso. Ce dernier a commis son forfait après avoir reçu une gifle de la victime qu'il est allé importuner dans son sommeil. Badawaso a pris la clé des champs après son crime. Il n'a été rattrapé que plus tard par la gendarmerie. En enquête préliminaire, devant le magistrat instructeur et à la barre, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Pour un meurtre, la loi prévoit une peine maximale de 20 ans de prison. Eu égard à la gravité des faits et à la cruauté de l'accusé, le ministère public que je représente ne lui trouve aucune circonstance atténuante. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Mesdames et Messieurs les jurés, vu les dispositions de l'article 165 de la loi numéro 2015-10 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal, je requiers qu'il vous plaise retenir l'accusé Kinao Badawaso dans les liens de la prévention, le déclarer coupable du crime de meurtre qui lui est reproché, en répression, le condamner à 15 ans de réclusion criminelle et vous aurez fait justice. Pour la défense, Kinao Badawaso est un accusé atypique, car ne disposant pas de ses facultés mentales, reprenant ainsi les conclusions du rapport d'expertise psychiatrique qui établit une anomalie mentale constituée et un trouble de comportement de l'accusé au moment des faits. Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, il faudrait mieux qu'on ordonne un internement psychiatrique pour lui, ce qui permettra de le guérir. Un jeune malade mental, s'il est guéri, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut devenir actif. Et lorsqu'il est lucide, il prend conscience, c'est quelqu'un qui peut se remettre en cause, se mettre au travail, au service de sa famille. La balance de la Cour a penché du côté du conseil de l'accusé. La Cour a déclaré que Kinao Badawaso bénéficie des dispositions de l'article 26 alinéa 2 du Code pénal. Elle a ordonné en conséquence son internement à l'hôpital psychiatrique de Zébé à Aného. Je vous l'annonçais au sommaire, c'est un changement de cap annoncé. Plus rien ne sera comme avant dans les filières maïs, riz, tomate, volaille, objet bientôt d'une nouvelle façon de faire d'ici à 2030. En clair, produire plus et surtout tout transformer ici dans nos industries. Comment cela va se faire? Eh bien, la feuille de route est tracée, le document validé. Antoinette Omar-Vavor. Maïs, riz, tomates, volailles, des filières à fort potentiel promues par le gouvernement. Dans les 9 prochaines années, ces filières vont être davantage développées. Le plan de développement est même déjà défini filière par filière. À terme, il faut pouvoir transformer ce que nous produisons nous-mêmes. Si nous produisons suffisamment ce qui est dans le plan de développement, il faut penser aussi à la transformation. Dans le document, il est dimensionné la taille des unités de transformation pour chaque filière. Le travail que la FAO a fait avec le gouvernement, c'est d'abord de sillonner tout le pays pour connaître pour chaque culture les bassins de production. Quand nous entendons bassin, quelles sont les grandes zones de production de chaque culture. Par exemple, le maïs, il est apparu que c'est l'Ogou qui est la grande zone de production du maïs. Pour la tomate aussi, la région maritime et les savanes apparaissent comme de grandes. Donc pour chacune des cultures, nous avons fait ce premier travail qui est la cartographie des bassins de production, savoir quels sont les acteurs en place, quels sont les besoins. C'est un pari à gagner.
Le gouvernement compte sur le secteur privé, les partenaires au développement. L'enjeu, mobiliser la bagatelle somme de 1800 milliards de francs CFA. Le financement doit essentiellement venir du privé, surtout pour la transformation. Nous savons qu'une partie de la tomate, à un moment donné, est achetée par des femmes qui ne sont pas des Togolaises. Donc, il y a des étrangers qui vont venir prendre de la tomate à une période donnée. Et il y a la partie que les Togolaises vont commercialiser. Mais nous avons voulu avoir au moins 4 unités de transformation de tomates qui ont une capacité de 5000 tonnes au moins. Donc, fois 5, ça fait 20 000 tonnes. Donc, si on a 16 unités, ça veut dire que nous voulons aussi pouvoir transformer localement la tomate. Accroître la production dans ces filières, maïs, riz, volaille, tomates, c'était déjà l'une des priorités définies dans l'axe 2 du plan national de développement. Aujourd'hui, le gouvernement, le secteur privé et les partenaires au développement passent à la vitesse supérieure. L'envie de transformer nos produits sur place devient de plus en plus prononcée. Et à l'intérieur, dans les savanes se mettent à l'agriculture bio. La démarche qualité est associée à la santé. Sur place, les coopératives se coalisent pour mieux bénéficier de l'appui du gouvernement. Voilà pour le constat. Question ce soir, qu'est-ce qui pourrait bien changer avec les nouvelles méthodes adoptées? Élément de réponse, Gérald Agoudjou, à Dapan. À partir d'ici, va renaître l'agriculture bio dans les savanes. Une alternative pour mettre fin à l'utilisation des pesticides et engrais chimiques. La transition agroécologique est désormais en marche. Au-delà des moutons, des différentes races de la zone sahélienne, nous avons des pigeons italiens qui sont là. Nous avons aussi des coqs, des poules. Tous ces animaux, nous voulons les produire en grand nombre pour que nous puissions avoir des déchets. Le caca des moutons, là, sans les machines, on peut les ramasser, aller déposer dans un endroit, en tas. Parce que si tu déposes un peu, ça ne va pas travailler. Il faut déposer en tas. Quand la pluie se prépare, quand tu éparpilles ça, tu vas voir que quand tu mets des maïs là-bas, ça donne... Pour que cette transition agroécologique gagne du terrain, on se met en union. Ici, les initiateurs vont drainer 4 sociétés de coopératives. Dintou Bio, Dikpendi Bio, Yendupab Bio et Aho Agri Bio, toutes basées dans la préfecture de Saint-Cassé. On s'entendait bien, mais on va s'entendre encore mieux, plus pour mieux élaborer nos activités pour que ça aille devant. Nous, on voulait remercier le gouvernement de leur soutien et qui continue à nous soutenir jusqu'à aller devant. Sur place, l'Institut de conseil d'appui technique ICAT et l'ONG Action des jeunes pour le développement intégral AGD ont exprimé leur volonté d'accompagner l'union des sociétés de coopératives Dintou Bio dans l'objectif d'atteindre l'axe 2 du PND qui prône des chaînes de valeur dans le monde agricole. Nous allons continuer par les sensibiliser pour que les autres acteurs puissent venir dans ce sens. Nous avons de l'engrais liquide, nous avons de l'engrais granulé et nous allons les former en matière de la fabrication de l'engrais biologique ou l'engrais vert pour les permettre de restaurer le sol. C'est donc de beaux jours qui s'annoncent dans le secteur agricole, dans les savanes. La mécanisation, les semences améliorées, la transformation, voire l'industrialisation, puis la commercialisation seront ses principales caractéristiques. L'agriculture sujette, vous le savez, au changement climatique. Ça reste une préoccupation. En novembre prochain, en Grande-Bretagne, ce sera le sujet prioritaire à la COP26. La CEDEAO se prépare à l'OB pour le rendez-vous. Écoutez ça là. Quand bien même nous sommes en saison pluvieuse, les précipitations se font encore désirer dans certaines localités du Togo. Pendant ce temps, elles créent des inondations dans d'autres. La mer continue d'avancer. Autant d'indicateurs du dérèglement climatique qui pèsent sur le quotidien des populations. Le phénomène est diversement vécu d'un pays à un autre. Les États membres de la CEDEAO mettent à jour leurs priorités pour répondre à l'ordre du jour des négociations internationales sur le climat. Nous avons passé à revue tous les points importants
en discussion au niveau international afin d'outiller les points focaux. Les points focaux de retour dans leurs pays respectifs doivent rencontrer leur équipe nationale. Nous allons produire également des notes synthétiques sur chacun des sujets à l'ordre du jour dans les négociations. Et nous allons rester auprès d'eux jusqu'à la COP6 et la COP26 et après la COP26. Selon le rapport de l'Organisation météorologique mondiale, si rien n'est fait d'ici quelques années, l'Afrique sera le continent le plus touché par les effets du changement climatique. Le continent pourrait perdre jusqu'à 47% de ses revenus agricoles d'ici à 2100. Une synergie d'action s'impose pour changer de paradigme. Le Togo, en accueillant le présent atelier, affirme une fois encore sa détermination à soutenir la dynamique régionale en matière de lutte contre les changements climatiques. Je voudrais de ce fait inviter tous les pays ici présents à faire bloc avec le Togo, de sorte qu'ensemble, nous puissions porter très haut ce qui peut être considéré comme la position de la sous-région ouest africaine en matière de lutte contre les changements climatiques et leurs effets pervers. La rencontre de Lomé prépare les pays de la CEDEAO à la COP26 prévue pour le mois de novembre prochain en Grande-Bretagne. En attendant cette date, des discussions ministérielles seront organisées dans les 15 États membres de l'espace. Dans le reste de l'actualité, ce coup de filet de la gendarmerie nationale, vaste coup de filet, un réseau de braqueurs internationaux démantelé, rien que des repris de justice encore en activité jusqu'à seulement la semaine dernière. C'est fini. Le récit des faits, Ulrich Amégan, Sandra Ziabé. Armes et munitions, machettes, amulettes et talismans. Des objets qui troublent la paix et la tranquillité des populations. Les propriétaires sont ici présentés à la presse. Des repris de justice, auteurs de plusieurs braquages et vols à main armée, enfin freinés dans leur élan par la gendarmerie nationale. Les faits remontent au 12 juin dernier à Moné-Agou dans le Vaud. Il s'agit d'un nommé Bédécon Antoine, 45 ans, charpentier à Cotonou. Attendez André, 33 ans, menuisier à Ilakondi, tous deux béninois. Aizé Emmanuel Patrick, alias Friday Kofi, de nationalité nigériane. Foumé Adje, maçon à Agbavi, dans la banlieue est de Baguida, togolais. Et un certain Sosa Bobo, béninois, en fuite. Ils ont été impliqués dans plusieurs braquages à Lomé, notamment le braquage de Togolekopé le 22 février 2021, le braquage de Zanguera le 16 avril 2021, au cours duquel un citoyen togolais a trouvé la mort et une importante somme d'argent emportée. Ces individus, avant leur interpellation, projetaient attaquer la station d'essence de Vaughan le 11 juin 2021 aux environs de 19h avant d'abandonner leur projet en raison de l'affluence humaine ce jour-là. Les perquisitions menées ont permis de découvrir un pistolet mitrailleur de type Uzi avec son chargeur garni de 5 cartouches de calibre 9 mm. Une Kalachnikov dont la crosse a été coupée avec son chargeur garni de 14 cartouches de calibre 7,62 mm.
La gendarmerie nationale va plus loin dans ses investigations et découvre que ce réseau international de braqueurs n'est pas à son premier coup d'essai. L'identification des cartouches révèle également que ces armes avaient été utilisées lors des braquages de l'aéroport international Gnassingbé et Adema de Lomé, celui du consul de Liban au Bénin à Baguida en 2014. Le groupe cible généralement les personnes exerçant des activités génératrices de revenus. Leur mode opératoire consiste à agir par binôme à dos de moto, frapper rapidement leur cible et faire usage de leurs armes pour couvrir leur fuite. C'est le vol qui m'a amené ici. Quand les forces de l'ordre sont arrivées, elles nous ont vus en possession de tous ces objets. Et nous avons reconnu notre entière responsabilité dans les braquages de Toblikopé et de Zanguera. Vigilance donc à tous les niveaux. Mais en attendant, ces individus seront présentés au procureur de la République pour répondre de leurs actes. Et vous la vivez sur la télévision togolaise, l'Euro 2020 a livré ces 6 pays qualifiés pour la phase des 8e de finale. Que retenir des matchs de poule? C'est quoi la suite de la compétition? Eh bien, on voit ça avec Laurent Roumavor. La phase de groupe de l'Euro est désormais terminée avec 16 équipes ayant décroché leur billet pour les 8e de finale. Parmi eux, les grands noms comme l'Italie, la Belgique, l'Angleterre, la France, l'Allemagne et le Portugal. Si certains ont facilement obtenu leur ticket comme la Belgique, l'Italie et les Pays-Bas avec 3 victoires en 3 matchs, d'autres ont par contre attendu la dernière journée pour arracher la qualification à l'instar de l'Allemagne qui s'est fait peur mais a réussi à obtenir le match nul 2 buts partout face à la Hongrie. Il en est de même pour le Portugal. La France, finaliste de l'Euro 2016, a été moins flamboyante avec seulement 5 points, 1 victoire et 2 matchs nuls. Elle finit donc première du groupe, considéré comme celui de la mort devant l'Allemagne et le Portugal. Avec 36 matchs joués en phase de groupe, on enregistre 94 buts marqués. La meilleure attaque revient aux Pays-Bas avec 8 réalisations et la meilleure défense est occupée par l'Italie et l'Angleterre qui n'ont concédé aucun but. Le Portugal, Cristiano Ronaldo, est l'actuel meilleur buteur avec 5 réalisations. L'aventure s'est malheureusement terminée pour la Turquie, la Russie, la Macédoine du Nord, l'Écosse, la Pologne de Lewandowski, la Hongrie et la Finlande. Les 8e de finale débutent ce samedi 27 juin 2021. Et comme annoncé, retour sur tout ce qui a été dit en conférence de presse d'après Conseil des ministres. Questions-réponses, l'intégrale conférence de presse, c'est maintenant. Je suis Jean-Claude Bakali, je suis le directeur de publication du journal en ligne Afrique News Info. Ma première question est de savoir qu'entendez-vous par marché pertinent et opérateur puissant. Ma deuxième question est de savoir qu'est-ce qui explique ce retard. Ma troisième question est de savoir que compte faire l'ARCEP afin que le coût de la communication puisse être revu à la baisse. Et ma dernière question est de savoir que pense faire le gouvernement afin que lorsque le marché sera ouvert, les grandes entreprises n'aient pas le monopole par rapport aux petites entreprises. Très bien, merci. Alors, je vais répondre à vos questions, mais il y en a qui se recoupent, ne soyez pas surpris. Alors, sur la première question, vous cherchez à comprendre la distinction que l'on fait entre le marché pertinent et les opérateurs puissants. Alors, ce projet de décret vise effectivement à identifier ce que l'on appelle un marché pertinent. Qu'est-ce qu'on entend par marché pertinent? Peut-être qu'on va proposer une explication en utilisant un exemple. Le marché pertinent, en matière de communication électronique, peut être tout simplement un ensemble de produits ou de services disponibles pour un environnement donné. Pour préciser mon exemple, aujourd'hui, chez vous, vous avez peut-être accès à l'Internet. D'accord? Pour que vous puissiez avoir accès à l'Internet,
il y a un opérateur qui va chercher l'Internet, on va dire cela comme cela, et qui le convoie jusqu'à chez vous. Vous n'êtes pas le seul à avoir Internet chez vous. Certains de nos compatriotes ont Internet. Donc, toutes ces personnes-là qui ont Internet par cette voie constituent un marché pertinent, un marché spécifique. On peut en avoir un autre. La possibilité que vous avez à envoyer des SMS, spécifiquement sur les SMS, constitue un marché aussi. C'est un marché pertinent. Et ces petits marchés-là peuvent être régulés de façon précise, de façon distinguée, on va dire cela comme ça. Donc, voilà ce qu'on peut entendre par marché pertinent. Maintenant, qu'entend-on par opérateur puissant? Sur chaque marché, que l'on peut regrouper d'ailleurs, on a des opérateurs spécifiques. Et lorsqu'un opérateur est en position dominante, c'est-à-dire qu'il a une certaine indépendance pour couvrir ce marché, il a une certaine force sur le marché en termes d'attraction des clients, on peut considérer, il y a d'autres critères qui sont utilisés pour déterminer les opérateurs puissants, mais je ne prends que ceux-là, on peut considérer que cet opérateur est un opérateur puissant. Et il est puissant parce qu'il est en position dominante. Et s'il est en position dominante, il peut restreindre la concurrence ou alors fausser la concurrence. C'est-à-dire que, on prend l'exemple de notre pays, si vous prenez un opérateur qui est le seul à avoir l'infrastructure pour aller capter l'Internet à partir du câble sous-marin et de le déployer à l'intérieur du territoire, lui seul a ce marché-là pour démarrer. Pour pouvoir obtenir de la concurrence, il faut que l'on puisse, à un moment donné, imposer à cet opérateur de laisser d'autres opérateurs se greffer sur son installation et pouvoir diffuser ou rendre accessible aux consommateurs l'Internet. Donc voilà rapidement la distinction que l'on peut faire entre le marché pertinent et l'opérateur puissant. Donc l'identification de l'opérateur puissant est du ressort de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Et une fois que cette autorité identifie, elle va prendre des mesures pour réguler le marché afin que celui qui est en position dominante ne puisse pas écraser les autres, fausser le marché ou restreindre la concurrence. Alors, il y avait une autre question sur l'ouverture du marché, il me semble. Vous avez bien noté, la question de l'ouverture du marché est une question d'opportunité. Est-ce qu'il faut ouvrir le marché pour ouvrir le marché? La réponse est non. De quel marché dispose-t-on? Lorsqu'on parle de marché, on parle évidemment de l'offre et de la demande. Il faut avoir une demande pour pouvoir faire une offre. Ou alors, l'inverse est possible, il faut pouvoir faire une offre pour susciter la demande. Ce n'est pas toujours orthodoxe, mais cela est possible. Mais nous sommes un petit pays, il ne faut pas l'oublier. Nous avons 2 opérateurs si on reste sur la téléphonie. Si on reste sur l'Internet, il y en a plus. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a des opérateurs qui veulent venir sur notre marché? La réponse n'est pas évidente. Donc, ce n'est pas le rôle du gouvernement, c'est de créer le cadre, de rendre attractif le marché en proposant des règles, en proposant une transparence du marché pour que celui qui est intéressé par notre marché puisse venir sur ce marché en toute sécurité. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de demande qui n'ait pas reçu, n'est-ce pas, de suite. Donc, c'est une question d'opportunité. Si l'opportunité se présente, je pense que le gouvernement n'hésitera pas à accueillir l'opérateur qui désire rentrer sur notre marché. Alors, troisième question. Vous l'avez bien relevé, l'ARCEP fait un travail qui est remarquable et que beaucoup de nos compatriotes saluent du reste. Et ce travail se poursuit. D'ailleurs, les 2 textes qui ont été adoptés aujourd'hui vont dans ce sens-là. La faculté ou la possibilité d'identifier les opérateurs puissants et d'identifier les marchés pertinents sur lesquels ces opérateurs peuvent exercer est une des armes que l'on va mettre à la disposition de l'ARCEP pour continuer à réguler le marché, à le rendre attractif, à l'assainir et à permettre justement au bénéfice du consommateur d'avoir des coûts abordables. Mais n'oublions pas un élément qui est déterminant, c'est que l'accès à l'Internet au câble sous-marin a un coût. Les infrastructures ont un coût. Donc, il est clair que le travail qui est fait
va continuer à être réalisé dans le sens de la réduction des tarifs, mais il y a des paramètres qui sont incompressibles et qu'il faut prendre en considération. Lorsque le marché sera ouvert, que compte faire le gouvernement pour que les opérateurs puissants ou dominants ne puissent pas avoir le monopole par rapport aux petites entreprises? Le gouvernement peut prendre des textes, mais en fait, nous avons déjà le cadre en question. Et les 2 décrets qui ont été adoptés viennent compléter ce cadre-là. Nous sommes les tout premiers. Hein. Vous savez, nous, au Togo, la loi sur les services postaux date de 1999. Elle a été révisée en 2002 et puis actualisée en 2012, il me semble. Et dans ce texte-là, les communications électroniques dans leur ensemble ont été pris en considération. Et ce texte-là prévoyait ces décrets-là qui ont été pris désormais et qui permettent de renforcer l'ARCEP dans son rôle de régulation. Lorsque vous avez une autorité de régulation qui fait correctement son travail et qui a les outils réglementaires pour faire son travail, il me semble que l'environnement de la concurrence est protégé. Et il n'y a pas que des textes nationaux, on a également des normes communautaires de l'UEMOA qui permettent d'assurer la transparence et le caractère sain de la concurrence. Je suis Mathieu Mozo, journaliste à Radio Zéphyr. Monsieur le ministre, 2 questions sur les marchés publics. On parle aujourd'hui encore de l'attribution de marchés publics gré à gré au niveau de certains départements. Est-ce qu'au niveau de la refonte des dispositions sont prises pour décourager ces comportements? La deuxième question, c'est quelles sont les garanties de transparence aujourd'hui dans l'attribution des marchés publics? Très bien. Vous savez, l'attribution des marchés de gré à gré n'est pas illégale. Les marchés de gré à gré, leur attribution n'est pas illégale. Donc, l'on ne peut pas catégoriser ce mode d'attribution dans les catégories d'actes illégaux. En réalité, on a l'entente directe qui constitue aussi une façon d'attribuer les marchés. Et parce que cette catégorie n'est pas illégale, ce qui est fait en réalité, c'est de faire en sorte qu'il y a des taux pour basculer en gré à gré. Il y a des conditions à remplir pour basculer en gré à gré. Donc, ce sont ces conditions qui entourent le gré à gré qui doivent être respectées pour éviter un certain nombre de dérives que l'on a pu noter ici et là, et pour renforcer la confiance que les uns et les autres peuvent avoir dans ce système de passation des marchés. Vous m'interrogez sur le point de savoir ce qui était fait pour encadrer ou pour garantir la transparence. Il y avait déjà des mécanismes dans le Code des marchés publics notamment pour garantir la transparence. D'ailleurs, on a vu récemment, ou en tout cas ces dernières années, un certain nombre d'entreprises sanctionnées pour ne pas avoir respecté les procédures d'attribution des marchés, d'exécution des marchés. On a des mécanismes en termes de respect des règles déontologiques aussi qui permettent de garantir la transparence. Mais le projet actuel veut aller plus loin. Ce projet-là veut d'abord professionnaliser les personnes responsables des marchés publics. On l'a noté dans les structures, les personnes responsables des marchés publics ne sont pas toujours des spécialistes de la question. Le projet voudrait les spécialiser, les professionnaliser et leur assurer une carrière dans ce domaine-là. Cela permettra d'avoir un suivi beaucoup plus pertinent dans la gestion des marchés publics. Toujours dans le sens de la transparence, désormais, l'ambition, c'est de faire signer notamment par les acteurs des marchés publics un engagement sur le respect des règles éthiques et déontologiques, un engagement sur l'absence de conflit d'intérêts, une déclaration de patrimoine. Toutes ces innovations-là vont certainement contribuer au renforcement de la transparence dans l'attribution, l'exécution des marchés publics. Le gouvernement envisage également de digitaliser la procédure d'attribution des marchés pour, là aussi, permettre un suivi, une identification des personnes qui exécutent les marchés. Et dans cette digitalisation, le gouvernement veut aller plus loin, avec un système de notation des entreprises en termes de qualité d'exécution
pour avoir un suivi clair afin que, par exemple, un entrepreneur qui a mal exécuté un chantier ici ne se retrouve pas sur un autre marché ailleurs. Vous voyez, il y aura un suivi comme cela pour assurer la transparence. Assorti Daniel, déjà de publication du chronique de la semaine. Dans votre compte rendu du Conseil des ministres, vous avez fait savoir que le gouvernement est engagé à protéger l'apprenant, surtout le monde universitaire. Et tout récemment, le ministre de l'enseignement supérieur a interdit la formation doctorale dans les centres de formation privés. J'aimerais savoir comment se fera le transfert de master en doctorat. Ça veut dire que le gouvernement autorise la formation de licence et le master dans le privé et le doctorat n'est pas autorisé. Ça veut dire que tous les étudiants en master doivent revenir à l'université de Lomé ou à Kara pour pouvoir poursuivre la formation doctorale. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on reproche à ces universités dont d'autres ont fait leur preuve dans la sous-région. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Merci. Très bien. Il ne s'agit pas de faire un reproche quelconque aux institutions privées d'enseignement supérieur. D'abord, il faut saluer le travail qui est proposé par ces institutions d'enseignement supérieur qui sont dans le privé parce que ces institutions viennent en complément de ce qui est réalisé par l'État. Il est clair qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas absorber toute la demande en termes de formation dans le supérieur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'État a libéralisé le secteur de l'enseignement supérieur privé. Mais attention, une fois que l'on a acté cette propension du privé à accompagner l'État, il y a des conditionnalités qu'il ne faut pas perdre de vue. Aujourd'hui, pour former dans le supérieur, il faut remplir un cahier de charges. Il faut avoir des infrastructures, il faut avoir des ressources humaines d'un certain niveau, il faut avoir d'autres commodités qui sont imposées par un cahier de charges. Mais au-delà de cela, et pour en venir à la question spécifique concernant le doctorat, qui est le dernier diplôme, le dernier grade de l'université, reste un diplôme exigeant qui impose d'avoir des ressources en termes des ressources humaines pour pouvoir accompagner les doctorants. Et au-delà même des ressources humaines, on a l'exigence d'avoir des laboratoires pour pouvoir aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, il n'est pas faux de dire concrètement que dans notre pays, nous n'avons pas encore les institutions privées en mesure de proposer ces ressources-là, que ce soit des ressources humaines ou des ressources matérielles. Donc c'est la raison pour laquelle le parti qui est pris par le gouvernement, c'est de réserver pour l'heure la formation doctorale aux universités publiques qui, elles, ont les moyens d'accompagner les apprenants jusqu'au doctorat. Ce qui est proposé, c'est d'avoir une passerelle. C'est d'avoir une passerelle entre le privé et le public pour faire en sorte que ceux qui sont formés dans le privé jusqu'au master puissent venir continuer ou compléter leur formation si telle est leur envie d'aller au doctorat dans le public. L'idée, c'est d'avoir une passerelle. Mais la réflexion n'est pas figée. Si dans un délai plus ou moins long, les institutions privées démontrent leur capacité en ressources humaines et en ressources matérielles à piloter une formation doctorale, il me semble que la voie sera ouverte pour que ces institutions puissent piloter des formations doctorales. Est-ce que l'État est capable de pouvoir gérer tout ce flux de privé dans le public? Tout ce qu'un master, l'État peut gérer actuellement? Les deux universités togolaises puissent... Est-ce que l'État peut accompagner tous les demandeurs ou tous les doctorants potentiels? La réponse doit être nuancée. Est-ce que tout le monde est capable de faire le doctorat? Peut-être aussi qu'il faut retourner la question. En fait, il faut bien comprendre que le doctorat reste un diplôme extrêmement exigeant. Et je vais vous donner l'exemple de l'université de Lomé. Pour pouvoir vous inscrire en doctorat, il faut avoir fait un master, en tout cas si vous sortez de la faculté de droit, et avoir 14 de moyenne pour pouvoir vous inscrire. Et pour pouvoir vous inscrire, il faut trouver un directeur de thèse. Et les enseignants
sont limités dans leur capacité d'encadrement. Un enseignant ne peut diriger que 5 à 7 étudiants. Donc, vous voyez bien, il faut une adéquation entre les deux pour pouvoir prétendre aller au doctorat. Donc, je n'ai pas d'inquiétude sur la capacité des universités à accompagner dans le doctorat, mais il faut que toutes ces conditions-là soient réunies. Est-ce que le gouvernement n'a pas abandonné? Est-ce que le gouvernement a un regard sur la formation, sur les offres de formation au niveau de l'enseignement supérieur? Non. Enfin, le gouvernement ne peut pas abandonner l'enseignement supérieur. Si le gouvernement abandonnait l'enseignement supérieur, d'où tirerait-il les ressources humaines nécessaires pour accompagner la politique qui est mise en œuvre? Il y a des constats qui sont faits régulièrement. Vous savez, le point, la communication du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est tirée d'un constat. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de suivi au préalable. Il y a un cahier de charges à remplir, par exemple, pour s'installer, pour créer, pour avoir l'agrément, l'habilitation. Et périodiquement, il y a des contrôles. Alors, qu'il y ait des indélicats qui continuent à essayer de passer entre les mailles du filet, cela est un fait. Mais la responsabilité du gouvernement demeure d'identifier ces biais et de les corriger. Et c'est ce que propose le gouvernement en recherchant l'encadrement légal, parce que pour que l'action du gouvernement puisse prospérer, il faut un encadrement légal. Une fois que l'encadrement est établi, je pense que la suite est évidente. Donc le gouvernement n'a pas abdiqué, raison pour laquelle il met beaucoup de moyens dans la formation supérieure. Je suis Charlotte Guézéré de NIO Télévision. J'aimerais savoir, à votre avis, quels sont les métiers d'avenir au Togo? Très bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, pour parler des métiers d'avenir dans notre pays, il me semble qu'il faut se retourner vers nous-mêmes. Quel est notre avenir? Notre avenir se dessine à travers un certain nombre d'actions et de réalisations. Moi, je vais prendre l'exemple de l'agriculture. Notre avenir est dans l'agriculture parce que c'est une source de revenus et c'est une activité qui emploie beaucoup chez nous. Mais notre agriculture n'est pas encore au niveau où il devrait être pour avoir une production efficiente. Donc, les métiers d'avenir se trouvent dans l'agriculture, dans la mécanisation de l'agriculture, dans l'identification des intrants les plus performants, dans la connaissance même des sols. L'avenir est là-bas. Notre avenir, nous pouvons également le trouver dans l'industrialisation. Notre pays a mis en place une plateforme industrielle. Cette plateforme doit fonctionner. Il nous faut des personnes compétentes pour pouvoir travailler sur cette plateforme. Donc, les métiers liés à l'industrie constituent aussi des métiers d'avenir puisqu'il faut occuper les postes qui vont être disponibles sur cette plateforme. La logistique. Nous sommes un pays qui a une ouverture sur la mer. Donc, nous devons voir comment exploiter au mieux la mer et les éléments logistiques qui entourent cette activité. Donc, la digitalisation, nous avons entrepris, c'est un élément décisif de la feuille de route du gouvernement 2020-2025. Donc, tous les métiers qui tournent autour de la digitalisation peuvent eux aussi être considérés comme des métiers d'avenir chez nous. Au total, moi, il me semble que les métiers d'avenir doivent être intrinsèquement liés avec l'avenir que nous nous dessinons. Et cet avenir-là, c'est à court terme celui qui est proposé par la feuille de route Togo 2020-2025. Est-ce que le gouvernement travaille de façon à doter toutes les régions du Togo d'écoles de formation professionnelle spécialisées, surtout au moment où le pays vient de lancer la PIA, qui est une plateforme industrielle? Si l'on prend directement la plateforme industrielle, à l'intérieur même de la plateforme industrielle, il y aura une structure de formation très agile qui va former en fonction des besoins sur des compétences précises. Il y a une revue qui est en train d'être réalisée actuellement sur nos capacités en termes de formation technique, en termes de formation professionnelle. Et je peux vous citer les IFAD qui sont en train d'être implémentés sur les régions de notre pays. Récemment, l'IFAD bâtiment a été inauguré et a lancé son appel à candidature pour recruter des élèves. Donc, il y a une structuration du pays en termes de formation qui est en cours, non seulement à travers les IFAD, mais aussi à travers ce qu'on a appelé des collèges universitaires
et qui vont certainement prendre une autre appellation, mais soyez-en convaincus, un travail est en train d'être réalisé pour mailler le territoire en termes de formation professionnelle. Merci. Merci à vous qui nous suivez ce soir, ou précisément à Nadjak dans la préfecture de Saint-Cassé. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée à vous.